Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Voilà, on pose notre repère. Donc là, vous avez les terres sauvages de ce côté-là et la comté par là. Là, vous avez donc les monts Brumeux, Rivendell, chez Béorn, la grande forêt de Mirkwood, tout ça là, c'est la grande forêt de Mirkwood, la montagne solitaire, les monts de fer ici, les montagnes grises par là. Bon, vous avez le mont Gundabad tout au bout, mais pas sûr qu'il ait une grande importance. Il est un peu loin sur le chemin. Mais voilà en gros les éléments importants avec, vous repérerez tout au centre, quel côté? Là, vous repérerez donc le chemin, où il l'appelle, l'ancienne route de la forêt, le sentier des elfes, la rivière de la forêt, la rivière courante, Long Lac ou Esgarotte. Voilà, en gros, les lieux les plus importants. Ouf. Et ça veut dire qu'on va pouvoir commencer. Donc c'est parti pour le chapitre 1, une réception inattendue. Dans un trou vivait un hobbit. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de boue de verre et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni sur quoi manger. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Il avait une porte tout à fait ronde, comme un hublot, peinte en vert, avec un bouton de cuivre jaune bien brillant, exactement au centre. Cette porte ouvrait sur un vestibule en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable, sans fumée, aux murs lambrissés, au sol dallé et garni de tapis. Il était meublé de chaises cirées et de quantité de patères pour les chapeaux et les manteaux. Le hobbit aimait les visites. Le tunnel s'enfonçait assez loin, mais pas tout à fait en ligne droite, dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait à des lieues alentour. Et l'on y voyait maintes petites portes rondes, d'abord d'un côté, puis sur un autre. Le hobbit n'avait pas d'étage à grimper. Chambre, salle de bain, cave, réserve, celles-ci nombreuses, penderie. Il avait des pièces entières consacrées aux vêtements. Cuisine, salle à manger, tout était de plein pied. Et, en fait, dans le même couloir. Les meilleures chambres se trouvaient toutes sur la gauche, en entrant, car elles étaient les seules à avoir des fenêtres circulaires et profondes, donnant sur le jardin et les prairies qui descendaient au-delà jusqu'à la rivière. Ce hobbit était un hobbit très cossu, et il s'appelait Baggins. Les Baggins habitaient le voisinage de la colline depuis des temps immémoriaux, et ils étaient très considérés, non pas seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils n'avaient jamais d'aventure et ne faisaient rien d'inattendu. On savait ce qu'un Baggins allait dire sur n'importe quel sujet sans avoir la peine de le lui demander. Ceci est le récit de la façon dont un Baggins eut une aventure et se trouva à dire et faire les choses les plus inattendues. Il se peut qu'il y ait perdu le respect de ses voisins, mais il y gagna... Eh bien, vous verrez s'il y gagna quelque chose en fin de compte. La mère de notre hobbit. Mais qu'est-ce que les hobbits? Je pense que de nos jours une description est nécessaire, vu la raréfaction de leur espèce et leur crainte des grands, comme ils nous appellent. Ce sont, ou c'étaient, des personnages de taille menue, à peu près la moitié de la nôtre, plus petits donc que les nains barbus. Les hobbits sont imberbes. Il n'y a guère de magie chez eux que celle, toute ordinaire et courante,
qui leur permet de disparaître sans bruit et rapidement quand de grands idiots comme vous et moi s'approchent lourdement en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre d'1 kilomètre. Ils ont une légère tendance à bedonner. Ils s'habillent de couleurs vives, surtout de vert et de jaune. Ils ne portent pas de souliers, leurs pieds ayant la plante faite d'un cuir naturel et étant couverts du même poil brun, épais et chaud, que celui qui garnit leur tête et qui est frisé. Ils ont de longs doigts bruns et agiles, et de bons visages, et ils rient d'un rire ample et profond, surtout après les repas, qu'ils prennent 2 fois par jour quand ils le peuvent. Et maintenant, vous en savez assez pour la poursuite de notre récit. Or, donc, la mère de ce hobbit, c'est-à-dire Bilbo Baggins, était la fameuse Belladone Took, l'une des 3 remarquables filles du vieux Took, chef des hobbits qui habitait de l'autre côté de l'eau, à savoir la petite rivière coulant au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, qu'au temps jadis l'un des ancêtres Took avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien sûr, mais il y avait tout de même chez eux sans nul doute quelque chose qui n'était pas entièrement hobbital, et de temps à autre des membres du clan Took se prenaient à avoir des aventures. Ils disparaissaient, et la famille n'en soufflait mot, mais il n'en restait pas moins que les Took n'étaient pas aussi respectables que les Baggins, bien qu'ils fussent incontestablement plus riches. Ce n'est pas que Belladone Took ait eu des aventures après être devenue Madame Bungo Baggins. Bungo, le père de Bilbo, construisit pour elle, en partie avec son argent, le plus luxueux des trous de hobbits qui se put voir sur la colline. Sur la colline et de l'autre côté de l'eau. Et ils demeurèrent là jusqu'à la fin de leur jour. Mais si Bilbo, fils unique de Belladone, ressemblait en tout point par les traits et le comportement à une seconde édition de son solide et tranquille père, il devait avoir pris au côté de Took une certaine bizarrerie dans sa manière d'être, quelque chose qui ne demandait qu'une occasion pour se révéler. Cette occasion ne se présenta jamais que Bilbo ne fût devenu tout à fait adulte. Il avait alors environ 25 ans. Il habitait dans le beau trou de hobbit qu'avait construit son père, et que j'ai décrit plus haut, et il semblait qu'il s'y fût établi immuablement. Un matin, il y a bien longtemps, du temps que le monde était encore calme, quand il y avait moins de bruit et davantage de verdure, et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères, Bilbo Baggins se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner, en train de fumer une énorme et longue pipe de bois, qui descendait presque jusqu'à ses pieds laineux, et brossés avec soin. Par quelque curieux hasard, vint à passer Gandalf. Gandalf! Si vous aviez entendu le quart de ce que j'ai entendu raconter à son sujet, et ce que j'ai entendu ne représente qu'une bien petite partie de tout ce qu'il y a à entendre. Aucune histoire, fût-ce la plus extraordinaire, ne vous étonnerait. Histoire et aventure jaillissaient de la façon la plus remarquable partout où il allait. Il n'était pas passé par ce chemin au pied de la colline depuis des éternités. En fait, pas depuis la mort de son ami le vieux Touk, et les hobbits avaient presque oublié son aspect. Il était parti au-delà de la colline et de l'autre côté de l'eau pour des affaires personnelles, à l'époque où il n'était que des petits hobbits et des petites hobbits, masculin et féminin. Bilbo, qui ne se doutait de rien, ne vit ce matin-là qu'un vieillard appuyé sur un bâton. L'homme portait un chapeau bleu, haut et pointu, une grande cape grise, une écharpe de même couleur par-dessus laquelle sa longue barbe blanche descendait jusqu'à la taille, et d'immenses bottes noires. « Bonjour !» dit Bilbo, et il était sincère. Le soleil brillait et l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda sous ses longs sourcils broussailleux qui dépassaient encore le bord de son chapeau ombreux. « Qu'entendez-vous par là ?» dit-il. « Me souhaitez-vous le bonjour ou constatez-vous que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non, ou que vous vous sentez bien ce matin, ou encore que c'est une journée où il faut être bon ?»« Tout cela à la fois, » dit Bilbo. « Et c'est une très belle matinée pour fumer une pipe dehors, par-dessus le marché. Si vous en avez une sur vous, asseyez-vous et profitez de mon tabac. Rien ne presse, nous avons toute la journée devant nous. » Bilbo s'assit alors sur un banc qui se trouvait à côté de sa porte.
Il croisa les jambes et lança un magnifique rond de fumée grise qui s'éleva sans se rompre et s'en alla en flottant par-dessus la colline. « Très joli, dit Gandalf. Mais je n'ai pas le temps de faire des ronds de fumée ce matin. Je cherche quelqu'un pour prendre part à une aventure que j'arrange, et c'est très difficile à trouver. Je le crois aisément dans ces parages. Nous sommes des gens simples et tranquilles, et nous n'avons que faire d'aventures. Ce ne sont que de vilaines choses, des sources d'ennui et de désagréments. Elles vous mettent en retard pour le dîner. Je ne vois vraiment pas le plaisir que l'on peut y trouver, dit notre monsieur Baggins, et il passa un pouce sous les bretelles, tout en émettant un nouveau rond de fumée encore plus grand que les précédents. Puis il prit son courrier du matin et se mit à lire, faisant semblant de ne plus prêter attention au vieillard. Il avait décidé que celui-ci n'était pas tout à fait de son bord, et il voulait le voir partir. Mais l'autre ne bougea pas. Il restait appuyé sur son bâton, à regarder le hobbit sans rien dire, jusqu'à ce que Bilbo en ressentit une certaine gêne et même quelque irritation. « Bonjour, dit-il enfin. Nous n'avons pas d'aventure par ici, je vous remercie. Vous pourriez essayer au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau. » Il entendait par là que la conversation était terminée. « À combien d'autres choses vous faire ce mot de bonjour ?» fit remarquer Gandalf. « Vous voulez maintenant dire que vous désirez être débarrassé de moi et que le jour ne sera pas bon tant que je n'aurai pas poursuivi mon chemin. » « pas du tout, cher monsieur. Voyons, je ne crois pas connaître votre nom. »« Si, cher monsieur, et moi je connais le vôtre, monsieur Bilbo Baggins. Et vous savez le mien, quoique vous ne vous rappeliez pas le rapport qu'il y a entre lui et moi. Je suis Gandalf, et Gandalf, c'est moi. Comment penser que je vivrais assez pour que le fils de Belladon Took me salue d'un bonjour, comme si je vendais des boutons à la porte? Gandalf, Dieu du ciel! Pas le magicien errant qui donna au vieux Took une paire de boutons de diamants magiques qui s'agrafaient d'eux-mêmes et ne se défaisaient que sur ordre exprès? Pas le personnage qui racontait dans les réunions de si merveilleuses histoires de dragons, de géants, de la délivrance des princesses et de la chance inespérée des fils de veuves? Pas l'homme qui faisait des feux d'artifice si parfaits? Ah, je me les rappelle, ceux-là. Le vieux Touc les avait la veille de la Saint-Jean. Splendides. Ils s'élevaient comme de grands lys, des gueules de lion ou des cycles de feu, et restaient longtemps suspendus dans le crépuscule. On pourrait déjà remarquer que M. Baggins n'était pas aussi prosaïque qu'il se plaisait à le croire, et aussi qu'il aimait beaucoup les fleurs. « Mon Dieu, poursuivit-il, pas le Gandalf qui fut responsable de ce que tant de garçons et de filles bien tranquilles aient pris le large pour de folles aventures. Cela allait de grimper aux arbres à faire visite aux elfes, ou à s'embarquer sur des navires pour d'autres rivages. Dieu me bénisse, la vie était tout à fait je veux dire qu'à un moment, vous avez bien perturbé les choses par ici. Je vous demande pardon, mais je n'avais aucune idée que vous étiez toujours en activité. »« Et où voudriez-vous que je fusse ?» dit le magicien. « Enfin, je suis tout de même content de voir que vous vous souvenez un peu de moi. Vous semblez garder un bon souvenir de mes feux d'artifice, en tout cas. Ce n'est pas sans espoir. De fait, en considération de votre vieux grand-père Touk et de cette pauvre Belladone, je vous accorderai ce que vous m'avez demandé. »« Je vous demande pardon, mais je ne vous ai rien demandé. »« Si, par 2 fois maintenant. Mon pardon, je vous l'accorde. En fait, j'irai jusqu'à vous lancer dans cette aventure. Ce sera très amusant pour moi et très bon pour vous, sans compter le profit, très probablement, si vous réussissez. Je regrette, je ne veux pas d'aventure, merci. Pas aujourd'hui. Bonjour. Mais venez prendre le thé, quand vous voudrez. Pourquoi pas demain? Venez demain. Au revoir. » Sur quoi le hobbit se détourna et se réfugia vivement derrière sa porte ronde et verte, qu'il referma aussi vite que le permettait la politesse. Après tout, les magiciens sont des magiciens. « Pourquoi diable l'ai-je invité à prendre le thé ?» se demanda-t-il tout en se rendant au garde-manger. Il venait de prendre son petit déjeuner, mais il pensait qu'un ou deux bons gâteaux et un verre de quelque chose lui feraient du bien après sa peur. Cependant, Gandalf était resté debout à la porte, et il rit longuement, mais en silence. Après un moment, il s'approcha du ventail, et du fer de son bâton, il traça un signe bizarre dans la belle peinture verte. Puis il s'enfuit à grands pas, à peu près au moment où Bilbo achevait son second gâteau.
et commençait à penser qu'il avait fort bien esquivé les aventures. Le lendemain, il avait complètement oublié Gandalf. Il n'avait pas très bonne mémoire des choses, à moins de les inscrire sur son agenda, comme ceci. Thé, Gandalf, mercredi. La veille, il était trop agité pour rien faire de la sorte. Juste avant l'heure du thé, une retentissante sonnerie se fit entendre à la porte. Et alors il se souvint. Il se précipita pour mettre la bouilloire à chauffer, sortir une seconde tasse et un ou deux gâteaux supplémentaires. Excusez-moi de vous avoir fait attendre, allait-il dire, quand il vit que ce n'était nullement Gandalf, mais un nain avec une barbe bleue passée dans une ceinture dorée et des yeux brillants sous son capuchon vert foncé. Aussitôt la porte ouverte, il entra tout comme s'il était attendu. Il suspendit son capuchon à la patère la plus proche et dit avec un profond salut « Voilà, pour vous servir. » « Bilbo Baggins, à votre disposition, » dit le hobbit, trop surpris sur le moment pour poser des questions. Le silence qui suivit devenant gênant, il ajouta « J'étais sur le point de prendre le thé. Venez le partager avec moi, je vous en prie. » C'était dit d'un ton peut-être un peu raide, mais il n'y mettait aucune mauvaise intention. Et que feriez-vous si un nain non invité venait suspendre ses effets dans votre vestibule sans un mot d'explication? Il n'était pas à table depuis bien longtemps. À peine, en fait, en était-il au troisième gâteau, quand il y eut un nouveau coup de sonnette, plus fort encore que le premier. « Excusez-moi, » dit le hobbit, et il s'en fut répondre à la porte. « Ainsi vous voilà enfin !» C'était ce qu'il s'apprêtait à dire à Gandalf, cette fois. Mais il n'y avait pas là de Gandalf. À sa place se tenait sur le seuil un nain d'aspect âgé, avec une barbe blanche et un capuchon écarlate. Et lui aussi entra d'un pas sautillant aussitôt la porte ouverte, tout comme s'il avait été invité. « Je vois qu'ils ont déjà commencé d'arriver, » dit-il en apercevant au porte-manteau le capuchon vert de Dwalin. Il suspendit à côté son manteau rouge et dit, la main sur le cœur, « Balin, pour vous servir. » « Merci, » dit Bilbo, suffoqué. Ce n'était pas exactement ce qu'il eût convenu de dire, mais « ils ont commencé d'arriver » l'avait grandement troublé. Il aimait recevoir des visiteurs, mais il aimait aussi les connaître avant leur arrivée, et il préférait les inviter lui-même. La pensée affreuse lui vint que les gâteaux pourraient manquer alors. En tant qu'hôte, il connaissait son devoir et s'y tenait, quelque pénible que ce fût. Il lui faudrait peut-être s'en passer. « Venez prendre le thé, » parvint-il à dire en respirant profondément. « Je préférerais un peu de bière, si cela vous est égal, mon bon monsieur, » dit Balin à la barbe blanche. « Mais je veux bien du gâteau à l'anis, si vous en avez. »« Oh, des quantités !» répondit Bilbo à sa propre surprise. Il s'aperçut en même temps qu'il courait à la cave pour remplir une chope d'une pinte, puis à la réserve pour chercher 2 magnifiques gâteaux ronds à l'anis, qu'il avait fait cuire dans l'après-midi comme friandise pour le dîner. À son retour, Balin et Dwalin bavardaient à table comme de vieux amis. De fait, ils étaient frères. Bilbo posait avec quelque brusquerie la bière et les gâteaux devant eux, quand retentit derechef un violent coup de sonnette, puis un autre. « C'est Gandalf, pour sûr, cette fois, » pensa-t-il en courant, haletant dans le couloir. Mais non, c'étaient encore 2 nains, tous 2 portant des capuchons bleus, des ceintures d'argent et des barbes blondes. Tous 2 avaient à la main un sac d'outils et une pelle. Aussitôt la porte entrebâillée, ils entrèrent en sautillant. Bilbo fut à peine surpris. « Que puis-je pour vous, mes braves nains ?» demanda-t-il. « Kili, pour vous servir, » dit l'un. « Et Fili, » ajouta l'autre, tandis que tous 2 rabattaient leurs capuchons bleus et s'inclinaient. « À votre service et à celui de votre famille, » répondit Bilbo, observant cette fois les convenances. « Je vois que Dwalin et Balin sont déjà là, » dit Kili. « Allons rejoindre la foule. » La foule, pensa M. Baggins. Je n'aime pas trop cela. Il faut vraiment que je m'asseye une minute pour rassembler mes esprits et boire quelque chose. Il n'avait encore rien avalé qu'une petite gorgée, dans le coin, tandis que les 4 nains, assis autour de la table, parlaient des mines d'or, de difficultés avec les gobelins,
Les gobelins sont des lutins peu mauvais farceurs. De déprédation commise par des dragons, et de quantité d'autres choses qu'ils ne comprenaient pas et qu'ils ne désiraient pas comprendre, car elles paraissaient beaucoup trop aventureuses. Quand ding-dong-ling-dong vint, voilà que la sonnette retentit de rechef, comme si quelques hobbits s'évertuaient à en arracher la poignée. « Il y a quelqu'un à la porte !» dit-il, sinon. « 4, m'est avis, d'après le son, dit Philly. D'ailleurs, nous les avons vus venir au loin derrière nous. » Le pauvre petit hobbit s'assit dans le vestibule et mit sa tête dans ses mains, se demandant ce qui allait arriver et s'ils allaient tous rester pour dîner. Alors, la sonnette retentit plus fortement que jamais et il dut courir à la porte. Il n'était pas 4, finalement, mais 5. Un autre nain était arrivé pendant qu'il se posait des questions dans le vestibule. À peine avait-il tourné le bouton qu'ils étaient tous entrés et qu'ils saluaient en disant l'un après l'autre « Pour vous servir !» Ils s'appelaient Dori, Nori, Ori, Oin et Gloin. Presque aussitôt, deux capuchons pourpres, un gris, un brun et un blanc se retrouvèrent suspendus au pater, et ils allèrent retrouver les autres à la queue leu-leu, leurs larges mains enfoncées dans leur ceinture or ou argent. Cela faisait déjà presque une foule. Certains demandaient de la bière blonde, d'autres de la brune, un du café, et tous des gâteaux. Aussi le hobbit fut-il très occupé durant un moment. Un grand pot de café venait d'être installé dans l'âtre. Les gâteaux à l'anis avaient disparu, et les nains s'attaquaient à une assiette de petits pains beurrés, quand vint un rude pan-pan sur la belle porte verte du hobbit. Quelqu'un cognait avec une canne. Bilbo se précipita dans le vestibule, très mécontent, mais en même temps abasourdi et troublé. C'était le mercredi le plus embarrassant de tous ceux dont il eut souvenance. Il ouvrit la porte d'un mouvement si brusque qu'ils s'écroulèrent tous l'un sur l'autre à l'intérieur. Encore des nains! 4 de plus! Et derrière, il y avait Gandalf, qui, appuyé sur son bâton, était agité d'un grand rire. Il avait fait une véritable encoche sur la belle porte. Il avait également supprimé, soit dit en passant, la marque secrète qu'il y avait laissée la veille au matin. « Tout doux, dit-il. Ce n'est pas dans votre manière, Bilbo, de faire attendre des amis sur le paillasson, et puis d'ouvrir la porte comme un pistolet à bouchon. Permettez-moi de vous présenter Bifur, Beaufur, Bombur et particulièrement Thorin. »« Pour vous servir, » dirent Bifur, Beaufur et Bombur, alignés. Ils suspendirent alors 2 capuchons jaunes et un vert, et aussi un bleu ciel avec un long blanc d'argent. Ce dernier appartenait à Thorin, un nain extrêmement important, qui n'était autre en fait que le grand Thorin Oakenshield en personne. Oakenshield signifiant bouclier de chêne. Lequel était fort mécontent d'être tombé à plat ventre sur le paillasson de Bilbo avec Bifur, Beaufur et Bombur dans le dos. Sans compter que Bombur était énormément gros et lourd. En fait, Thorin était très hautain, et il ne fit aucune allusion au service. Mais le pauvre M. Baggins exprima tant de fois son regret que l'autre finit par grogner. C'est sans importance. Et il cessa de faire grise mine. Eh bien, nous voilà tous arrivés, dit Gandalf, observant la rangée des 13 capuchons, parmi les meilleurs capuchons détachables pour réunion mondaine, suspendus avec son propre chapeau. Voilà une réunion tout à fait joyeuse. J'espère qu'il reste quelque chose à manger et à boire pour les derniers venus. Qu'est-ce que cela? Du thé? Non, merci. Un peu de vin rouge pour moi, s'il vous plaît. Pour moi aussi, dit Thorin. Et de la confiture de framboise avec de la tarte aux pommes, ajouta Bifur. Et des petits pâtés avec du fromage, dit Bonfur. Et du pâté de porc avec de la salade, dit Bombur. Et d'autres gâteaux, de la bière blonde, et du café si vous le voulez bien, crièrent les autres nains par la porte. Mettez aussi quelques œufs à cuire, vous serez bien baraves, cria Gandalf, tandis que le hobbit s'en allait en clopinant vers sa réserve.
Et n'oubliez pas de sortir le poulet froid et les cornichons. On dirait qu'il connaît aussi bien que moi le contenu de mes garde-manger, pensa M. Baggins, qui, positivement démonté, commençait à se demander si une affreuse aventure ne venait pas de pénétrer dans sa maison. Le temps qu'il eut entassé toutes les bouteilles, les plats, les couteaux, les fourchettes, les verres, les assiettes, les cuillères, et tout sur de grands plateaux, il se sentit tout transpirant, congestionné et très contrarié. « La peste soit de ces nains !» s'écria-t-il tout haut. « Que ne viennent-ils m'aider un peu ?» Et voilà que Balin et Doilin étaient à la porte de la cuisine, et Fili et Kili derrière eux. Avant qu'ils n'eût pu dire couteau, ils avaient fait passer les plateaux et 2 petites tables dans le salon, et ils disposèrent tout à nouveau. Gandalf présidait à la réunion, avec les 13 nains rangés à la ronde, et Bilbo s'assit sur un tabouret près de la cheminée pour grignoter un biscuit. Il avait perdu tout appétit. Tout en s'efforçant de paraître trouver tout cela parfaitement naturel et dépourvu de toute suggestion d'aventure. Les nains mangèrent tant et plus, parlèrent tant et plus, et le temps passait. Enfin, ils repoussèrent leurs chaises, et Bilbo se mit en devoir de rassembler les assiettes et les verres. « Je pense que vous resterez tous pour dîner ?» dit-il sans enthousiasme, de sa voix la plus polie. « Bien sûr !» dit Thorin. « Et après, nous n'en aurons terminé qu'assez tard. Et il nous faut d'abord de la musique. Allons-y pour débarrasser. » Là-dessus, les 12 nains, pas Thorin, qui, vu son importance, resta à parler avec Gandalf, sautèrent sur leurs pieds et firent de grandes piles de tout le matériel. Ils s'enfuirent aussi sans attendre des plateaux, balançant d'une main des colonnes d'assiettes, chacune surmontée d'une bouteille, tandis que le hobbit courait après eux, poussant presque des vagissements de peur. « Faites attention, je vous en supplie ! Ne vous donnez pas la peine, je vous en prie, je peux très bien me débrouiller tout seul. » Mais les nains se mirent tout simplement à chanter. Ébrécher les verres et fêler les assiettes, émousser les couteaux et tordre les fourchettes, voilà exactement ce que Bilbo Baggins déteste. Briser les bouteilles et brûler les bouchons, couper la nappe et marcher dans la graisse, verser le lait sur le sol de la réserve, laisser les os sur le tapis de la chambre, éclabousser de vin toutes les portes. Déverser les pots dans une bassine bouillante, marteler-les d'une perche broyante, et cela fait, s'il en reste d'entier, envoyer-les rouler dans le vestibule. Voilà ce que déteste Bilbo Baggins. Aussi, attention. Et, bien sûr, ils ne firent aucune de toutes ces affreuses choses. Tout fut enlevé et mis en sûreté avec la rapidité de l'éclair, tandis que le hobbit tournait en rond au milieu de la cuisine, s'efforçant d'observer leurs mouvements. Puis ils revinrent et trouvèrent Thorin en train de fumer sa pipe, les pieds sur la galerie du foyer. Il lançait les plus énormes ronds de fumée, et où qu'il leur dit d'aller, les ronds obéissaient. Dans la cheminée, derrière la pendule, sous la table, ou en grand cercle autour du plafond. Mais, où que ce fût, il n'était pas assez rapide pour échapper à Gandalf. Pouf! Il envoyait un plus petit rond de fumée de sa courte pipe de terre, juste au travers de chacun de ceux de Thorin. Et puis les ronds de Gandalf devenaient verts et revenaient flotter au-dessus de la tête du magicien. Il en avait déjà un nuage autour de lui, et dans la faible lumière, cela lui donnait une apparence étrange de sorcier. Bilbo s'immobilisa pour regarder. Il adorait les ronds de fumée, mais il ne tarda pas à rougir de la fierté qu'il avait montrée la veille pour ceux qu'il avait envoyés dans le vent au-dessus de la colline. « Et maintenant, de la musique, » dit Thorin. « Sortez les instruments. » Kili et Fili se précipitèrent vers leur sac, d'où ils rapportèrent des petits violons. Dori, Nori et Ori sortirent des flûtes de l'intérieur de leur veste. Bombure apporta du vestibule un tambour. Bifur et Beaufur sortirent aussi, pour revenir avec des clarinettes qu'ils avaient laissées parmi les cannes. Doilin et Balin dirent « Excusez-moi, j'ai laissé mon instrument sous le porche. »« Apportez donc aussi le mien, » dit Thorin. Ils revinrent avec des violes aussi grandes qu'eux et avec la harpe de Thorin enveloppée de toile verte. C'était une magnifique harpe dorée,
et quand Thorin pinça les cordes, la musique commença tout d'un coup, si soudaine et douce que Bilbo oublia toute autre chose et se retrouva transporté dans des régions sombres, sous d'étranges lunes, bien au-delà de l'eau et très loin de son trou de hobbit sous la colline. L'obscurité entra par la petite fenêtre qui ouvrait sur le côté de la colline. La lueur du feu vacilla, on était en avril, mais il continuait à jouer, tandis que l'ombre de la barbe de Gandalf oscillait sur le mur. L'obscurité envahit toute la pièce. Le feu finit par s'éteindre. Les ombres disparurent, mais ils continuaient à jouer. Et brusquement, l'un après l'autre, ils se mirent à chanter tout en jouant de ces mélodies gutturales que les nains chantent dans les profondeurs de leur vieille demeure. Et voici un exemple de leur chant, si tant est que cela puisse y ressembler en l'absence de leur musique. Loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes, il nous faut aller avant le lever du jour, en quête de l'or pâle et enchanté. Les nains de jadis jetaient de puissants charmes, quand les marteaux tombaient comme des cloches sonnantes, en des lieux profonds où dorment les choses ténébreuses, dans les salles caverneuses sous les montagnes. Pour un antique roi et un seigneur lutin, là, mains amas dorés et miroitants, ils façonnèrent et forgèrent, et la lumière ils attrapèrent, pour la cacher dans les gemmes sur la garde de l'épée. Sur des colliers d'argent ils enfilèrent les étoiles en fleurs, sur des couronnes ils accrochèrent le feu dragon, en fil torsadé ils maillèrent la lumière de la lune et du soleil. Loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes, il nous faut aller avant le lever du jour, pour réclamer notre or longtemps oublié. Des gobelets ils ciselèrent là pour eux-mêmes, et des harpes d'or, où nul homme ne creuse. Longtemps ils sont restés, et maintes chansons furent chantées, inattendues des hommes ou des elfes. Les pins rugissaient sur les cimes, les vents gémissaient dans la nuit, le feu était rouge, il s'entendait flamboyant. Les arbres, comme des torches, étincelaient de lumière. Les cloches sonnaient dans la vallée, et les hommes levaient des visages pâles. Alors, du dragon, la colère la plus féroce que le feu, abattit leurs tours et leurs maisons frêles. La montagne fuma sous la lune. Les nains, ils entendirent le pas pesant du destin. Ils fuirent leur demeure pour tomber mourants, sous ses pieds, sous la lune. Loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et des cavernes obscures, il nous faut aller avant le lever du jour, pour gagner sur lui nos harpes et notre or. En les entendant chanter, le hobbit sentit remuer en lui l'amour des belles choses faites par le travail manuel, l'adresse et la magie, un amour féroce et jaloux, le désir emprunt au cœur des nains. Alors, quelque chose de touquien s'éveilla en lui. Il souhaita aller voir les grandes montagnes, entendre les pins et les cascades, explorer les cavernes et porter une épée au lieu d'une canne. Il regarda par la fenêtre. Les étoiles luisaient au-dessus des arbres dans un ciel noir. Il pensa aux joyaux des nains, scintillant dans des cavernes obscures. Soudain, dans la forêt, au-delà de l'eau, s'éleva une flamme. Sans doute quelqu'un lui mettit un feu de bois. Et il vit en imagination des dragons pilleurs s'installer sur sa tranquille colline pour la mettre tout à feu. Il frissonna, et très vite il redevint M. Baggins de Bag End sous la colline. Il se leva, tremblant. Il se sentait une certaine velléité d'aller chercher la lampe et une velléité plus certaine encore de faire semblant d'aller se cacher derrière les tonneaux de bière dans la cave, et de n'en point remonter que tous les nains ne fussent repartis. Il s'aperçut tout à coup que la musique et le chant avaient cessé,
et que tous le regardaient avec des yeux qui brillaient dans l'obscurité. « Où allez-vous » demanda Thorin d'un ton qui laissa supposer qu'il devinait les deux aspects de la... « Nous aimons l'obscurité, » répondèrent tous les nains d'une seule voix. « L'obscurité pour les affaires obscures. Il y a encore bien des heures d'ici l'aube. »« Bien sûr, » dit Bilbo. Et il s'assit précipitamment derrière le garde-feu, culbutant avec fracas, pelle et tisonnier. « Chut !» dit Gandalf. « Laissez parler Thorin. » Et voici comment Thorin entama son discours. Gandalf, nain et Monsieur Baggins, nous voici réunis dans la maison de notre ami et compagnon conspirateur, ce très excellent et audacieux hobbit. Puisse le poil de ses pieds ne jamais tomber. Louange à son vin et à sa bière. Il s'arrêta pour reprendre son souffle et attendre une remarque polie de la part du hobbit, mais les compliments n'avaient pas le moindre effet sur le pauvre Bilbo Baggins, qui agitait les lèvres en protestation contre l'appellation d'audacieux, et puis encore de compagnon conspirateur. Encore qu'aucun son ne sortit, tant il était médusé. Thorin poursuivit donc. Nous nous sommes réunis pour discuter de nos plans, de nos voies et moyens, de la politique à suivre. Peu avant le lever du jour, nous allons partir pour notre longue expédition. Une expédition dont certains d'entre nous, il se peut même tous, à l'exception de notre ami et conseiller l'ingénieux magicien Gandalf, ne reviendront peut-être pas. C'est un moment solennel. Notre objet est bien connu de tous, j'imagine. Mais pour l'estimable Monsieur Baggins, et peut-être aussi pour un ou deux des plus jeunes nains, je ne pense pas me tromper en nommant Kili et Fili par exemple, la situation telle qu'elle se présente exactement en ce moment appelle peut-être une brève explication. C'était là le style de Thorin, nain important. Si on lui en avait laissé la liberté, il aurait sans doute continué ainsi tant qu'il aurait eu du souffle, sans rien dire qui ne fût déjà connu de tous. Mais il fut brutalement interrompu. Le pauvre Bilbo ne put en supporter davantage. Oh, ne reviendront peut-être pas. Il sentait monter en lui un cri qui ne tarda pas à s'échapper comme un filet d'une locomotive sortant d'un tunnel. Tous les nains sautèrent en l'air, renversant la table. Gandalf fit jaillir une lumière bleue du bout de sa canne, et dans son éclat de feu d'artifice, on put voir le pauvre petit hobbit à genoux sur la carpette du foyer, tremblant comme une gelée fondante. Puis il s'écroula, tout de son long, sur le sol, criant sans arrêt « Foudroyé ! Je suis foudroyé !» Et ce fut tout ce qu'on put tirer de lui pendant un long moment. On s'en débarrassa donc en le portant sur le sofa du salon, où on le laissa avec une boisson à côté de lui, et tous retournèrent à leur sombre affaire. « Quel garçon émotif !» dit Gandalf, tandis qu'il reprenait place. « Il a parfois de curieuses crises, mais c'est un des meilleurs, oui, un des meilleurs, aussi féroce qu'un dragon affamé. » Si vous n'avez jamais vu un dragon affamé, vous concevrez que ce n'était là qu'une exagération poétique appliquée à n'importe quel hobbit, fût-ce même l'arrière-grand-oncle du vieux Touc, Bull-Roarer, taureau rugissant, lequel était si énorme, pour un hobbit, qu'il pouvait monter à cheval. Il avait chargé les rangs de gobelins du mont Gram à la bataille des Champs Verts et fait sauter la tête de leur roi Golfimbul d'un coup de gourdin, laquelle tête avait volé 100 mètres en l'air pour retomber dans le terrier de lapin. Et c'est ainsi que fut gagnée la bataille, tout en même temps que fut inventé le jeu de golf. Cependant, le descendant paisible de Bull-Roarer se remettait dans le salon. Au bout d'un moment, et après avoir bu un petit coup, il se coula craintivement jusqu'à la porte du parloir. Voici ce qu'il entendit. C'est Gloin qui parlait. Ou quelque ébrouement de ce genre. « Croyez-vous qu'il fera l'affaire ? Gandalf a beau dire que ce hobbit est féroce, c'est possible. Mais un seul cri tel que celui-là poussé dans un moment d'excitation suffirait à réveiller le dragon et toute sa famille, et nous faire tuer, tous. M'est avis qu'il était davantage de peur que d'excitation. En fait, n'eût été le signe sur la porte, j'aurais été certain que nous avions fait erreur sur la maison. »
Dès le premier coup d'œil sur le petit bonhomme qui s'agitait tout haletant sur le paillasson, j'ai éprouvé des doutes. Il a l'air d'un épicier plus que d'un cambrioleur. M. Baggins tourna alors la poignée et entra. Son côté touc l'avait emporté. Il sentit soudain qu'il se passerait de lit et de petit déjeuner pour être jugé impitoyable. Quant au petit bonhomme qui s'agitait sur le paillasson, cela le rendait presque féroce. À maintes reprises par la suite, le côté Baggins devait regretter ce qu'il faisait à présent. Et il devait se dire alors: Bilbo, tu as été stupide. Tu es entré tout droit pour faire la bêtise. Donc, excusez-moi d'avoir surpris vos derniers mots, dit-il. Je ne prétends pas comprendre de quoi vous parliez, ni votre allusion à des cambrioleurs, mais je ne crois pas me tromper en pensant, c'était ce qu'il appelait le prendre de haut, que vous me jugez incapable. Il n'y a aucun signe à ma porte. Elle a été peinte la semaine dernière. Et je suis bien certain que vous vous êtes trompé de maison. Dès que j'ai vu vos drôles de têtes sur le seuil, j'ai eu quelques doutes. Mais faites comme si c'était la bonne. Dites-moi ce que vous voulez et je tâcherai de l'accomplir. Dussé-je marcher d'ici à l'est de l'est et combattre les sauvages verts dans le dernier désert. Un de mes arrière-arrière-grands-oncles, Bulroarertouk, autrefois. Oui, oui, mais ça, c'était il y a bien longtemps, dit Gloin. Je parlais de vous. Et je vous assure qu'il y a une marque sur cette porte. Le signe habituel dans le métier. Ou enfin qu'il l'était. Cambrioleur, désir, bon boulot, comportant sensation forte et rémunération raisonnable. Voilà ce qu'elle signifie couramment. Vous pouvez dire chercheur de trésors expert au lieu de cambrioleur si vous le préférez. C'est ce que font certains. Pour nous, c'est tout un. Gandalf nous avait dit qu'il y avait par ici un homme de ce genre qui cherchait du boulot immédiat et qu'il avait ménagé une rencontre ici ce mercredi à l'heure du thé. Bien sûr qu'il y a une marque, dit Gandalf. Je l'y ai mise moi-même, pour d'excellentes raisons. Vous m'aviez demandé de trouver un 14e pour votre expédition, et j'ai choisi M. Baggins. 15 seuls d'entre vous disent que je me suis trompé d'homme ou de maison, et vous pouvez vous en tenir à 13 et encourir toute la malchance que vous voudrez, ou retourner à l'extraction du charbon. Il écrasa Gloin d'un regard si furieux et si menaçant que le nain se tassa sur sa chaise. Et quand Bilbo fit mine d'ouvrir la bouche pour poser une question, il se retourna et le regarda si sévèrement, projetant en avant ses sourcils broussailleux, que le hobbit referma la bouche en faisant claquer ses dents et garda les lèvres serrées. Bon, dit Gandalf, assez de discussion. J'ai choisi M. Baggins et cela devrait vous suffire. À tous tant que vous êtes. Si je dis que c'est un cambrioleur, c'est un cambrioleur. Ou il le sera le moment venu. Il y a beaucoup en lui, beaucoup plus que vous ne le soupçonnez. Et passablement plus qu'il ne le soupçonne lui-même. Vous me remercierez tous, peut-être, un jour. Et maintenant, Bilbo, allez chercher la lampe, que l'on fasse un peu de lumière sur tout cela. Dans la lumière d'une grande lampe à abat-jour, rouge, il étala sur la table un morceau de parchemin qui ressemblait assez à une carte. Ceci fut assez par Tror, votre grand-père, Thorin, dit-il en réponse aux questions impatientes des nains. C'est un plan de la montagne. Je ne vois pas trop en quoi cela pourra nous aider, dit Thorin d'un air déçu, après y avoir jeté un coup d'œil. J'ai assez bon souvenir de la montagne et de la région environnante, et je sais où se trouve Mirkwood et la langue desséchée. Sur la montagne est marqué en rouge un dragon, dit Balin, mais il sera assez facile de le trouver sans cela, si jamais nous arrivons jusque-là. Il y a un point que vous n'avez pas remarqué, dit le magicien, et c'est l'entrée secrète. Vous voyez cette rune sur le côté ouest et la main qui la désigne? Elle marque un passage caché vers les salles inférieures. Il a pu être secret autrefois, dit Thorin, mais comment savoir s'il l'est encore? Le vieux Smaug a vécu là assez longtemps pour découvrir tout ce qu'il y a à connaître dans ces cavernes. Peut-être, mais il n'a pas pu l'utiliser depuis bien des années. Pourquoi donc? Parce que le passage est trop petit. La porte a 5 pieds de haut et 3 peuvent passer de front, disent les runes.
Mais Smaug ne pourrait ramper par un trou de cette dimension, pas même quand il n'était qu'un petit dragon, et certainement pas après avoir dévoré tant de nains et d'hommes de Dale. Cela me paraît un très grand trou, magit Bilbo, qui n'avait aucune expérience des dragons, mais seulement des trous de hobbits. Il oubliait d'observer le silence, tant son intérêt était de nouveau excité. Il adorait les cartes, et dans son vestibule en était suspendue une grande, représentant tout le pays d'alentour, sur laquelle étaient tracées en rouge toutes ses promenades favorites. Comment pouvait-on tenir une si grande porte secrète pour tous à l'extérieur, hormis le dragon demandait-il. Ce n'était qu'un petit hobbit, rappelez-vous. Il y avait bien des manières, dit Gandalf. Mais laquelle était utilisée pour cette porte-ci, nous ne le saurons qu'en allant voir sur place. D'après les indications de la carte, je penserais qu'il y a une porte fermée, qui a été faite à la ressemblance exacte du flanc de la montagne. C'est là la méthode habituelle aux nains. Je ne pense pas me tromper, n'est-ce pas? C'est tout à fait exact, dit Thorin. Et puis, poursuivit Gandalf, j'ai oublié de mentionner qu'avec la carte, il y avait une curieuse petite clé. La voici, dit-il en tendant à Thorin une clé d'argent au long canon et aux bouteroles compliquées. Gardez-la soigneusement. Oui, certes, dit Thorin. Et il l'accrocha à une belle chaîne qu'il avait au cou. À présent, les choses se présentent sous un meilleur jour. Cette nouvelle améliore grandement les perspectives. Jusqu'à présent, nous n'avions aucune idée claire sur ce qu'il convenait de faire. Nous pensions nous diriger vers l'est jusqu'au long lac, avec toute la prudence et le silence possible. C'est après cela que les difficultés commenceraient. Ce ne sera pas pour tout de suite, pour autant que je connaisse les routes de l'est, dit Gandalf, l'interrompant. De là, nous pourrions remonter le long de la rivière courante, continua Thorin sans prêter attention, et gagner ainsi les ruines de Dale, la vieille ville qui se trouve là dans la vallée au pied de la montagne. Mais nous n'aimons ni les uns ni les autres l'idée de la porte principale. La rivière en sort tout droit par le grand à pic au sud de la montagne, et c'est aussi par là que sort le dragon. Beaucoup trop souvent, à moins qu'il n'ait changé ses habitudes. Cela ne servirait à rien, dit le magicien. Tout au moins sans un puissant guerrier, pour ne pas dire un héros. J'ai essayé d'en trouver un, mais les guerriers sont occupés à batailler entre eux, dans les pays lointains. Et dans cette région, les héros sont rares, sinon introuvables. Par ici, les épées sont pour la plupart émoussées. Les haches, on s'en sert pour les arbres, et les boucliers servent de berceau ou de couvercle de plat. Quant au dragon, il se trouve à une distance tout à fait rassurante, et partant relève de la légende. C'est pourquoi je me suis décidé pour le cambriolage. Surtout quand j'ai repensé à l'existence de cette petite porte. Et voici notre petit Bilbo Baggins, le cambrioleur. Le cambrioleur choisi et trié sur le volet. Ainsi donc, poursuivons et dressons des plans. Bon, dit Thorin, à supposer que l'expert cambrioleur nous donne des idées ou fasse des suggestions. Il se tourna vers Bilbo avec une ironique politesse. Je voudrais d'abord en savoir un peu plus long, dit-il, tout confus intérieurement et un peu tremblant. Mais jusque-là, toujours décidé par son côté touc à poursuivre. Je veux dire en ce qui concerne l'or, le dragon et tout ça, comment est-il venu là? À qui appartient-il? Et ainsi de suite. Dieu me bénisse, dit Thorin. N'avez-vous pas une carte? N'avez-vous pas entendu notre chanson? Et n'avons-nous pas parlé de la chose toutes ces dernières heures? Tout de même, j'aimerais que tout cela soit clair et net, dit-il avec obstination, arborant sa manière pratique, d'ordinaire réservée aux gens qui essayaient de lui emprunter de l'argent, et faisant de son mieux pour paraître sage, prudent et expert, et être à la hauteur de la recommandation de Gandalf. J'aimerais aussi savoir quels sont les risques, les débours, le temps requis, la rémunération, etc. Par quoi il entendait « que retirerai-je et rentrerai-je vivant ?» Oh, bon, dit Thorin. Il y a longtemps, du temps de mon grand-père Tror, notre famille fut chassée du Grand Nord et elle revint avec tous ses biens et ses outils à cette montagne marquée sur la carte. Elle avait été découverte par mon lointain ancêtre, Trahin l'Ancien. Mais alors, ils creusèrent des mines et des tunnels,
et bâtirent de plus grandes salles et de plus grands ateliers. En plus de cela, je crois qu'ils trouvèrent beaucoup d'or et beaucoup de pierres précieuses aussi. En tout cas, ils devinrent immensément riches et fameux. Mon grand-père devint roi sous la montagne, et il fut traité avec grand respect par les hommes qui vivaient sur le sud, et s'étendait graduellement le long de la rivière courante jusqu'à la vallée au pied de la montagne. Ils édifièrent en ce temps-là l'aimable ville de Dale. Les rois avaient accoutumé d'appeler nos forgerons et de récompenser très richement de prendre leurs fils comme apprentis, et nous payaient généreusement, surtout en vivres, que nous ne nous soucions jamais de faire pousser ou de nous procurer par nous-mêmes. Somme toute, ce fut pour nous un heureux temps, et le plus pauvre d'entre nous avait de l'argent à dépenser ou à prêter, et le loisir de fabriquer de beaux objets par simple plaisir, sans parler des jouets les plus merveilleux et les plus magiques, tels que l'on n'en trouve plus aujourd'hui dans le monde. Ainsi, les salles de mon grand-père regorgeaient-elles d'armures, de joyaux, de ciselures et de coupes, et le marché aux jouets de Dale était la merveille du Nord. Ce fut sans nul doute ce qui attira le dragon. Les dragons volent aux hommes, aux elfes et aux nains, l'or et les bijoux, partout où ils peuvent les trouver. Et ils conservent leur butin tant qu'ils sont vivants. Ce qui est pratiquement à jamais, à moins qu'ils ne soient tués. Sans jamais en goûter le tintement des reins. En fait, ils savent à peine discerner un beau travail d'un mauvais. Encore qu'ils aient d'ordinaire une bonne idée de la valeur marchande courante. Et ils sont incapables de rien faire par eux-mêmes, fût-ce même réparer une écaille mal assujettie de leur armure. Il y avait en ce temps-là, dans le nord, des quantités de dragons. Et l'or s'y faisait sans doute rare, alors que tous les nains fuyaient vers le sud ou étaient tués. Sans compter que le gaspillage et la destruction commis par les dragons empiraient de jour en jour. Il y avait un ver particulièrement avide, fort et méchant du nom de Smaug. Un jour, il s'envola et vint vers le sud. La première annonce que nous en eûmes fut un bruit semblable à celui d'un ouragan en provenance du nord, et le grincement et le craquement des pins de la montagne, sous l'assaut du vent. Quelques-uns des nains se trouvaient dehors, j'en étais par chance. Beau gars aventuré à l'époque, toujours le nez au vent, ce qui me sauva la vie ce jour-là. Or donc, d'une assez grande distance, nous vîmes le dragon se poser sur notre montagne, dans une trompe de feu. Puis il descendit la pente, et quand il atteignit les bois, ils se mirent tous à flamber. À ce moment, toutes les cloches de Dale sonnèrent, et les guerriers prirent les armes. Les nains se précipitèrent par leur grande porte, mais le dragon était là, et il les attendait. Aucun ne s'échappa de ce côté. De la rivière s'éleva une grande vapeur. Un brouillard s'étendit sur Dale, et du milieu de ce brouillard, le dragon fondit sur eux et détruisit la plupart des guerriers. C'était toujours la même malheureuse histoire, trop courante en ce temps-là. Après quoi, il retourna se glisser sous la porte principale, et fit place nette dans tous les passages, les tunnels, les allées, les caves, les salles et les appartements. Il ne resta plus alors sous la montagne un seul nain vivant, et il s'empara de tous leurs biens. Sans doute les a-t-il amassés loin à l'intérieur en un seul grand tas, dont il se sert comme lit pour dormir, car c'est là la seule façon des dragons. Par la suite, il prit l'habitude de se glisser la nuit hors de la grande porte et de venir à Dale, d'où il enlevait des gens, particulièrement des jeunes filles, pour les dévorer, jusqu'à ce qu'enfin la ville fût ruinée et tous les habitants morts ou partis. Ce qui se passe là-bas maintenant, je n'en sais rien de précis, mais je suppose que personne ne vit aujourd'hui plus près de la montagne que l'extrémité de Long Lac. Les quelques-uns d'entre nous qui étaient bien à l'extérieur s'assirent pour pleurer en cachette, disant Smaug. Et là, nous fûmes rejoints de façon inattendue par mon père et mon grand-père, dont les barbes étaient roussies. Ils avaient un air très sombre, mais ils ne dirent que très peu de choses. Quand je leur demandai comment ils s'étaient échappés, ils m'invitèrent à me taire, me disant que je le saurais en temps utile. Après cela, nous partîmes, et nous dûmes gagner notre vie, tant bien que mal, en errant dans le pays, allant jusqu'à nous faire maréchal ferrant ou même mineur. Mais nous n'avons jamais oublié notre trésor volé. Et même aujourd'hui, nous avons mis passablement de côté, et nous sommes si mal en point, je l'avoue. Ici, Thorin caressa la chaîne d'or qu'il portait au cou. Nous entendons toujours le récupérer, et faire subir à Smaug, si nous le pouvons, l'effet de nos malédictions.
Je me suis souvent interrogé sur la façon dont mon grand-père et mon père s'étaient échappés. Je vois maintenant qu'ils devaient disposer d'une porte dérobée connue d'eux seuls. Mais ils avaient apparemment dressé une carte. Et j'aimerais savoir comment Gandalf s'en est emparé, alors qu'elle aurait dû m'échoir à moi, leur héritier légitime. Je ne m'en suis pas emparé. Elle m'a été donnée, dit le magicien. Votre grand-père Tror fut tué par Azog le gobelin dans les mines de la Moria. Vous vous en souvenez? Oui, maudit soit-il, dit Thorin. Et Trahin, votre père, partit le 21 avril. Il y a eu 100 ans, jeudi dernier. Et vous ne l'avez jamais revu depuis lors. C'est exact. Eh bien, votre père m'a remis ceci afin que je vous le donne. Et si j'ai choisi mon propre moment et ma propre façon pour ce faire, vous ne sauriez guère m'en blâmer, vu la difficulté que j'ai eue à vous trouver. Votre père ne se souvenait pas de son propre nom quand il m'a remis le papier, et il ne m'a jamais dit le vôtre, de sorte que j'estime, somme toute, mériter des louanges et des remerciements. Voici le document, dit-il en tendant la carte à Thorin. Je ne comprends pas, dit Thorin. Et Bilbo eut le sentiment qu'il aurait aimé dire la même chose. L'explication ne semblait rien expliquer. Votre grand-père, reprit le magicien avec lenteur et sévérité, avait donné la carte à son fils pour plus de sécurité avant de se rendre aux mines de Moria. Après la mort de votre père s'en fut tenter sa chance avec la carte. Et il eut des tas d'aventures, les plus pénibles. Mais il n'arriva jamais près de la montagne. Comment il y aboutit, j'ignore. Toujours est-il que je le trouvai prisonnier dans les cachots du nécromancien. Mais que diable faisiez-vous là? Demanda Thorin avec un frisson. Et tous les nains frémirent. N'importe. Je prenais mes renseignements comme d'ordinaire. Et c'était une vilaine et dangereuse affaire, certes. Même moi, Gandalf, je n'échappais que de justesse. J'ai essayé de sauver votre père, mais il était trop tard. Il avait perdu la raison, il divaguait et avait presque tout oublié, hormis la carte et la clé. Il y a longtemps que nous avons fait payer les gobelins de la Moria, dit Thorin. Il va nous falloir accorder une pensée aux nécromanciens. Ne soyez pas absurde. C'est un ennemi dont le pouvoir est bien au-dessus de celui de tous les nains réunis. Peut-on même les rassembler de nouveau des quatre coins du monde? Le seul vœu de votre père était que son fils lût la carte et se servît de la clé. Le dragon et la montagne sont des tâches plus que suffisantes pour vous. Écoutez, écoutez, pensa Bilbo, qui, par mégarde, prononça ces mots à haute voix. Écoutez quoi? Dirent-ils tous, se tournant soudain vers lui. Et son trouble fut tel qu'il s'écria. Écoutez ce que j'ai à dire. Et qu'est-ce que c'est? Demandèrent-ils. Eh bien, je trouve que vous devriez aller du côté de l'Est et examiner un peu les choses. Après tout, il y a cette porte dérobée, et les dragons doivent bien dormir, parfois, je suppose. Si vous restez assez longtemps sur le seuil, je suis sûre que vous aurez une idée. Et puis, après tout, je pense que nous avons assez discuté pour ce soir, si vous voyez ce que je veux dire. Que penseriez-vous d'aller nous coucher, de partir de bonne heure, etc. Je vous donnerai un bon petit déjeuner avant votre départ. Avant notre départ, vous voulez dire, je pense, fit Thorin. N'est-ce pas vous, le cambrioleur? Et ne vous revient-il pas de rester, vous, sur le seuil, si ce n'est de passer de l'autre côté de la porte? Mais je suis d'accord pour le coucher et le petit déjeuner. J'aime avoir 6 œufs avec mon jambon quand je pars en voyage. Sur le plat, pas poché. Et faites attention à ne pas crever les jaunes. Quand les autres eurent commandé leur petit déjeuner, sans le moindre s'il vous plaît, ce qui ennuya fort Bilbo, ils se levèrent tous ensemble. Le hobbit dut trouver une place pour chacun. Il remplit toutes ses chambres d'amis, fit des lits sur des fauteuils et des sofas, et quand il eut enfin casé tout le monde, il gagna son propre petit lit, très fatigué, et pas entièrement heureux. Il était une chose qu'il avait bien décidée, c'était de ne pas se soucier de se lever très tôt pour préparer le sacré petit déjeuner de tous les autres. L'influence Took s'effaçait, et il n'était plus bien sûr de partir le lendemain matin pour un voyage quelconque. Couché dans son lit, il entendait Thorin qui continuait à fredonner pour lui-même, dans la meilleure chambre, voisine. Loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds et d'antiques cavernes,
Il nous faut aller avant le lever du jour, pour trouver notre or longtemps oublié. » Bilbo s'endormit avec cet écho dans les oreilles, et il en eut des rêves peu agréables. Ce ne fut que longtemps après le lever du jour qu'il s'éveilla. Et voici la fin du chapitre 1. Bon ben, je sais que vous n'avez pas été nombreux, mais vous avez été là à me suivre en lurk et ça me touche. Je vais vous faire des gros bisous. Reposez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. Encore une fois, prenez soin de vous. Bonne nuit. Bon lurk chez elle. Salut!